Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club de la Presse, votre grand rendez-vous du dimanche soir sur RTI 1. Un débat pour décrypter les enjeux majeurs de notre vie politique, sociale, citoyenne, avec lucidité, hauteur et sans détour. Au sommaire ce soir, on essayera de trouver réponse à la question de savoir si fracture il y a au sein du PDCI RDA avec la sortie de l'initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI, en abrégé IRS PDCI RDA. Cette formation composée des membres de l'ex-mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire MESI et de la coordination des cadres du PDCI. Et puis on parlera présidentielle 2025, à presque la fin de l'heure des dépôts des dossiers de candidature. Quelle stratégie pourrait adopter Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo? Pour en parler, 4 journalistes des plus chevronnés du paysage médiatique ivoirien. Tout d'abord, Michel Betta, journaliste directeur général du quotidien Le Bélier. Michel Betta, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. On a ensuite Bledson Mathieu, qui est journaliste et secrétaire général de rédaction à Fraternité Matin. Bledson Mathieu, bonsoir. Et bonsoir Ahmed. Comment vous portez? Oui, ça va beaucoup mieux quand même. Merci infiniment. On est en costume noir aujourd'hui. Lansine Bakayoko, journaliste à la rédaction de RTI 1, chef de service économie. Lansine Bakayoko, bonsoir. Bonsoir Ahmed Sidouye. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et enfin, Saint-Claver Oula, vous êtes journaliste éditorialiste à Le Panafricain. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir Ahmed. Et sur le terrain, Davy Soyo, notre reporter, nous livrera ses analyses. En attendant, installez-vous confortablement. Le débat commence maintenant. C'est une annonce qui secoue la grande maison verte du PDCI RDA, la création de l'IRS PDCI RDA, initiative pour la refondation sociale du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, une appellation qui semble à la fois assumer une filiation et revendiquer une rupture. Le mouvement lancé par les cadres du parti accuse la direction actuelle de trahir l'héritage d'Houphouët-Boigny et appelle à une réforme structurelle profonde. Mais s'agit-il réellement d'une dissidence ou d'un énième appel à la réforme interne dans un parti habitué aux secousses depuis 1994? Et surtout, quel impact sur les ambitions présidentielles de Tidiane Thiam à l'horizon 2025? On en sait davantage avec Davy Soyo. Le PDCI RDA à nouveau secoué par des turbulences internes. Le lundi 18 août dernier, le mouvement Initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI RDA, IRS PDCI RDA, est officiellement présenté. Composé de cadres du parti et essentiellement d'anciens membres du MESI, l'IRS PDCI RDA dévoile un mémorandum de grief de 21 pages contre la direction actuelle. À la tête du mouvement, le professeur Yao Kwame Albert, entouré de Dr Nebo, Damonan Magloire et autres. Reproches évoqués, violation des statuts du parti, opacité dans la gestion et surtout perte des valeurs fondatrices héritées d'Houphouët-Boigny. L'IRS accuse la direction actuelle de naviguer à vue. Le mouvement réclame également une organisation urgente d'assises extraordinaires, la création d'organes ad hoc et demande un candidat éligible pour la présidentielle d'octobre prochain. Face à cette sortie médiatique, le secrétariat exécutif du PDCI dénonce cette manœuvre inappropriée et précipitée. La direction qualifie également cette sortie de tapageuse visant à créer artificiellement l'impression d'une crise au sein du PDCI RDA. Le jeudi dernier, lors du dépôt des dossiers de candidature de Jean-Louis Buyon à la CEI, un autre cadre du parti, considéré comme dissident par la direction du PDCI RDA, quelques membres de l'IRSS ont été aperçus à ses côtés. Retour sur le plateau du Club de la Presse, messieurs. Nous avons tous suivi cet élément de Davy Soyo dans lequel il est question de l'IRS PDCI RDA. Peut-il être considéré comme une dissidence structurée ou s'agit-il d'une simple formation de pression interne? Michel Betta. Oui, vraiment, je suis un peu surpris quand on parle de dissidence aussi tôt. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut dire que l'histoire de la Côte d'Ivoire est jalonnée de trahison, de reniement et de volte-face assez fréquents dans notre pays. Donc, le PDCI
a traversé ça depuis toujours, depuis même 1946, depuis la date de sa création. Vous voulez dire que c'est une trahison, c'est ça? Non, j'en viens. Je dis qu'à la limite, même moi, quand je regarde cette initiative prise par certains cadres du PDCI, je vais un peu plus loin. Je dis, mais lorsque le PDCI a perdu son premier président, je vais parler de Feu Pélisseau Bagné, en 1993, il y a eu des personnes, et non des moindres, notamment le président actuel Alassane Ouattara, qui était vice-président du PDCI, qui, avec d'autres cadres, a créé un parti. Ils sont sortis du PDCI pour aller créer le RDR. Donc, c'est dit que le PDCI est accoutumé de ces frictions-là quand il y a une certaine situation. Donc, le PDCI n'est nullement affecté par cela. Parce que ce qui constitue la colonne vertébrale du PDCI, ce sont ses militants et ses fidèles. Ceux-là, ils sont toujours restés fidèles au PDCI, au point que, quels que soient ceux qui partent, le PDCI garde certains bastions et ça montre que le parti est toujours vivant. Je vais plus loin pour dire que ceux-là même, là, ceux qui se sont signalés à travers l'IRS-PDCI, ils ont été démis de leur fonction. Leur base n'a même pas bougé. Les bases qu'ils pensaient pouvoir mener avec eux n'ont même pas bougé. Ils ont été simplement démis, remplacés par certains de leurs membres au sein des différentes coordinations que certains dirigeaient. Donc, c'est vous dire que c'est des individus, ils ont peut-être des griefs contre le parti, mais moi, je pense que quand on lit la démarche du secrétaire exécutif, ils posent mal leurs griefs. Parce que le secrétaire exécutif dit les avoir rencontrés et qu'il était en train de préparer une suite à leurs différentes exigences. Mais à quoi a-t-on assisté? En attendant la suite, la date même de leur suite avait été déjà arrêtée. C'est-à-dire on devait leur remettre la réponse à leurs préoccupations lundi. Et ce lundi-là, on leur a demandé même de surseoir à leur conférence de presse, de sorte à pouvoir leur répondre. Et s'ils n'étaient pas satisfaits de leur réponse, ils auraient pu mener toute autre démarche. Mais ils n'ont même pas attendu de réponse. C'est-à-dire qu'ils sont dans un plan autre que celui des militants du PDCI. Et je crois que ça, c'est dommage. Parce que moi, je veux dire à certains cadres que là où le parti a besoin d'eux aujourd'hui, c'est dans la solidarité. Dans la solidarité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le PDCI a choisi son candidat. Mais quand tu es d'un parti et que vous avez choisi un candidat, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est de lutter pour que ce candidat-là soit dans le starting block pour compétir à la compétition. Les militants estiment que s'il y a quelqu'un qui peut les ramener au pouvoir, parce que pour le PDCI, il ne s'agit pas de compétir pour compétir, il s'agit de compétir pour reprendre le pouvoir perdu en 1999. Et ils pensent que s'il y a quelqu'un qui doit les ramener au pouvoir, c'est bien Tidiane Thiam. Donc, pour moi, les cadres du parti doivent s'unir autour de cette personnalité-là pour œuvrer vaille que vaille, afin que Tidiane Thiam, qui est l'espoir des militants du PDCI, qui leur a donné des gages de pouvoir reconquérir le pouvoir pour le parti et pour les Ivoiriens, mais ils puissent mener cette bataille-là pour le faire. Mais je veux conclure là pour dire un peu comme lui-même Tidiane Thiam. Il dit que ce ne sont pas les départs là que l'histoire va retenir, c'est ceux qui sont restés fidèles à l'idéal du PDCI. Et je pense qu'aujourd'hui, le PDCI, plus que jamais, par la voix de ses députés, par la voix des autres cadres, ont montré que d'aucuns sont plus fidèles aux idéaux du parti qu'à tout autre chant de sirène, comme ceux que veulent faire chanter les membres de l'IRS-PDCI. D'accord. Bledson Mathieu, la création de l'IRS-PDCI-RDA et cette conférence de presse qui annonce leurs différents objectifs, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on peut penser à une dissidence. Quelle est la nature de cette dissidence et quelle est la profondeur? Bon, on attend d'analyser, de voir. Mais je ne pense pas qu'il faille minimiser ceux qui ne sont pas d'accord avec la direction, la position actuelle. Parce que le débat au PDCI, ils ont choisi un candidat. Le candidat ne peut pas être candidat réellement. Donc, certaines personnes, notamment Jean-Louis Buyon, et donc pratiquement tout ce qui va s'en suivre, veulent qu'il y ait un plan B. C'est ce plan B, personne ne veut entendre parler. Mais moi, ce que je constate, c'est que l'arrivée de Thiam à la tête du PDCI, Beta l'a rappelé, lorsque Oufo meurt, il y a une dissension qui donne naissance au RDS. Ça a sérieusement secoué le PDCI, très sérieusement. En tout cas, le PDCI a perdu le bastion qui était, son véritable bastion qui était le nord et non le centre, il a perdu. Quand Bédié meurt, il y a Buyon qui pointe le nez et il y a Thiam.
lors des élections à la tête du PDCI, j'ai constaté que, on a tous remarqué que Bion n'a même pas pu être candidat. Parce qu'à cette époque, la tendance était à 100% Thiam. Les gens voyaient en lui le sauveur du parti. Les gens voyaient en lui celui qui peut amener le parti au pouvoir après 1999. Et même juste après, il y a même des cadres du RHDP qui sont repartis ou ont déposé leur bagage au PDCI, des élus. Et, oui. Bon, aujourd'hui, la tendance commence à être l'inverse. On a comme l'impression que les gens cherchent plutôt à sortir du PDCI. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que l'espoir que suscitait Thiam, qui a fait que un maire même du RHDP est reparti au PDCI, un maire qu'on n'a plus jamais entendu comme si son retour là-bas a été une erreur? Il est décédé. C'est le maire d'hier, il est décédé. Ah, d'accord. Vous avez maintenant la réponse. Oui. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus cette... vraiment personnel, ce n'est plus cette mouvance, ce rêve que ce cadre du PDCI portait semble, je dis bien semble parce que je suis loin assez des instants du parti, semble s'essouffler. On a comme l'impression qu'à l'intérieur, il y a des gens qui pensent déjà à un possible plan B, peut-être pas pour 2025, mais qui voudraient revoir. Donc, c'est quoi? C'est dans ce mouvement-là qu'il faut insérer cette dissension qui, même si ils ne le disent pas clairement, visiblement est pilotée par Jean-Luc Bion qui a déposé sa candidature et donc cherche à avoir une équipe de campagne. Saint-Claveroula, votre avis sur la question? Oui, mais ce n'est pas étonnant ce qui se passe actuellement. Il faut dire que, comme Beta l'a dit tout à l'heure, le PDCI a été traversé par un certain nombre de crises. Vous voyez, il a même rappelé le cas du RDR à l'époque. Et puis après, quand il y a eu ce coup d'État, le PDCI a connu un certain nombre de départs et autres avec le général européen Guéhi. Donc le PDCI a été traversé. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ce parti est un parti résilient. Il y a des partis qui ont été créés depuis les périodes de l'indépendance, chose ici en Afrique, et qui aujourd'hui n'existent pas. Et puis, il y a des partis même qui ont été créés aussi ici en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui n'ont véritablement pas de répondants, qui n'avancent pas dans leur démarche. Donc, moi, je loue la résilience du PDCI et je dis, c'est des choses qui arrivent dans le développement d'une communauté, d'une partie, d'une famille et d'autres. Il y a des positionnements. Parce que ceux qui ont gouverné le PDCI, Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, ce n'est pas n'importe qui. C'est des personnes qui ont gouverné ce pays avec ce parti. Et puis, en même temps, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ont été toujours biberonnées. Ils ne sont pas habitués à l'opposition. Ils n'ont pas de poursuite véritablement de combat comme l'a connu le FPI aujourd'hui, PPACI. Donc, ce qui se fait, il faut le comprendre. Il y a des cadres du PDCI qui sont partis dès que le RHDP a pris le pouvoir, quand il y a eu cette alliance, quand Bédia a demandé une certaine prise de position du PDCI, un retour dans l'opposition, il y a certains cadres qui sont restés au RHDP avec le pouvoir en place, et d'autres même qui, étant au PDCI, ont rejoint par la suite le parti au pouvoir. Donc moi, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Ce que je regarde plus, c'est comment ce parti-là continue de se positionner sur la scène politique. Quelle stratégie ce parti met en place pour reconquérir le pouvoir? Moi, c'est ce qui m'intéresse plus. Et puis, il y a un nouveau leader. Vous avez vu les différentes griefs qui ont été sorties contre ce leader-là. Certains disent non, il vient d'arriver, il n'a pas milité en même temps que nous, il n'a pas... On a vu les sorties de Dame Valérie Yapo. À l'époque, on a ça encore en tête. Donc, tout ce qui se passe là, c'est comment le PDCI fait aujourd'hui pour aller à la conquête du pouvoir, comment le PDCI fait aujourd'hui pour mener ce combat que le RDA, à l'époque, quand il était dans l'opposition, a mené pour son leader, l'actuel président Alassane Ouattara, qui aujourd'hui est au pouvoir, face au même problème qu'il a eu, bon, à quelques niveaux près, le même problème qu'il a eu, le pouvoir ne s'octroie pas, le pouvoir s'arrache. Mais comment arracher ce pouvoir? C'est la stratégie que le PDCI doit mettre en place. Il faut faire en sorte que, avec son leader, le ministre Tidjane Thiam, ils arrivent à reprendre le pouvoir qu'ils ont perdu
en 2000. Lansine Bakayoko, est-ce que... merci Saint-Claver-Oula. Lansine Bakayoko, est-ce que les objectifs de l'IRS PDCI-RDA, leur lutte qu'ils sont en train de mener en ce moment, a des chances d'aboutir? En principe, ça devait avoir des chances d'aboutir. Pourquoi? Parce que c'est une lutte réaliste. C'est une lutte pour le respect des textes. C'est une lutte pour le respect de la démocratie. Bon, maintenant, de l'autre côté, il y a des conservateurs qui se sont durablement installés dans la fraude. Parce que tout le monde sait comment le président Tidjane Thiam est venu au pouvoir du PDCI. Dans la contestation totale, ils ont marché sur tous les tests. Ils ont fait l'architecture institutionnelle du PDCI au profit d'un homme. Aujourd'hui, la réalité les rattrape. Parce qu'il faut dire que Thiam était dans l'impréparation, il est venu à l'improviste. Et les militants du PDCI, naïvement, avaient cru que c'était le sauveur, c'est celui qui allait venir remettre le PDCI au pouvoir. Et la réalité aujourd'hui est que Thiam n'est pas en capacité d'assouvir ce dessein. Et donc, il y a des caciques du PDCI qui se sont rendus compte que, en fait, la venue de Thiam était une grosse illusion et qui veulent revenir à la réalité du terrain. Et c'est ce qui est matérialisé par la création de l'IRS PDCI-RDA. Vous avez vu, pour la réconciliation et la sauvegarde. Réconciliation, pourquoi? Parce que la venue de Thiam a créé une sorte de schisme, une sorte de friction entre les militants du PDCI, entre ceux qui voulaient un PDCI fort, respectueux de ses propres tests, et ceux qui étaient dans l'illégalité et qui voulaient forcément imposer un homme, faire du forcing. Et vous avez vu, on parle de sauvegarde. Pourquoi sauvegarde? Parce qu'aujourd'hui, le PDCI est un géant au pied d'argile. C'est un pays qui a 80 ans, 79 ans, 80 ans aujourd'hui, mais qui est devenu aujourd'hui un nain politique. Vous avez bien vu que c'est un PDCI qui est aujourd'hui à la remorque d'un petit parti comme le PPACI, au moins petit par la naissance. Le PPACI n'a pas 5 ans. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, le PDCI est devenu quasiment, je ne dirais même pas une sous-section, une section, une sous-section, un appendice. Ils sont devenus aujourd'hui les porteurs de valises d'un PPACI qui lui-même se cherche. Donc cette situation est devenue insupportable pour la plupart des militants qui sont encore nostalgiques de cette toute-puissance du PDCI. Et ça, je ne crois pas que l'IRS PDCI, qui est aujourd'hui créé, on ne peut pas voir ça comme quelque chose d'anecdotique. C'est quelque chose qui matérialise une crise profonde, une crise même identitaire au sein du PDCI. Quand je parle d'identité, je ne parle pas d'identité anthropologique, je parle d'identité même du PDCI-RDA, qui est un parti de masse, un parti combattant, un parti rassembleur, symbolisé par le président Félix Houphouët-Boigny et continué par le président Henri Konan Bédié. Or, aujourd'hui, le PDCI, avec Tidjane Thiam, est devenu une sorte de secte, une sorte de groupuscule, de clan, au service d'un homme. Au service d'un homme. Cet homme, ce n'est autre que Tidjane Thiam, qui croit que ne remplissant pas les conditions, on s'obstine, on va dans le mur, on veut l'imposer par tous les moyens. Or, il est évident qu'ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui, ils n'ont pas la masse critique aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens politiques aujourd'hui pour imposer Tidjane Thiam. Donc, l'IRS, au lieu d'être voué aux gémonies, devait être considéré aujourd'hui comme l'instance qui veut sauver effectivement le PDCI-RDA. Je crois que c'est à ça que moi j'appelle le PDCI. Parce que si ils font preuve de surdité, comme ils sont en train de le faire, ils font preuve d'aveuglement, comme ils sont en train de le montrer, je crois qu'ils n'auront que leurs yeux pour pleurer à la fin. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont allés déposer leur candidature, quand bien même ils savent que ce n'est pas possible. Mais si, au soir du 10 ou du 12, où le Conseil constitutionnel va rendre les résultats finaux, que Tidjane Thiam n'est pas sur la ligne de départ, est-ce que réellement le PDCI peut résister à 20 ans, 25 ans sans avoir participé à une élection présidentielle? Parce que je vous rappelle que depuis 2010, le PDCI n'a pas participé à une élection de cette nature. En 2015, il n'y était pas pour des raisons d'appel de Daoukro. En 2020, pour des raisons de volonté insurrectionnelle, ils n'ont pas pu se présenter sur la ligne de départ. Et en 2025, vraisemblablement, ils n'y seront pas. Et 2030 n'augure rien de bon. Quelqu'un a dit tout à l'heure que le PDCI, ce n'est pas un parti de grands combattants. Ils ont été biberonnés. Je crois que c'est le mot que Saint-Claver a utilisé. Donc, étant biberonnés, est-ce qu'ils pourront résister encore à la toute-puissance du RHDP qui s'achemine manifestement vers un autre mandat?
Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui devait être l'équation qui doit être résolue et non les cris d'orfraie ou bien les positions de principe. Il faut aujourd'hui une position de réalisme et la position de réalisme, c'est la position que défend l'IRS-PDCI-RDA. Michel Betta, l'histoire du PDCI est jalonnée de divisions. Qu'est-ce qui fait la différence entre celle-ci et les précédentes? Non, moi je dis même celle-ci n'est pas aussi forte que comme le prétend mon ami Bakayoko. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de... on peut même parler de courant, ce n'est même pas une dissidence. Puisque ceux-là même se réclament toujours du PDCI. Se réclament du PDCI, ils demandent certains aménagements, mais je pense qu'il y a des cadres. Hein. Et quand je dis cadres, je veux dire des cadres légaux dans lesquels le PDCI, tout cela se discute. Il y a eu la convocation d'un bureau politique. Ces voix-là ne se sont pas fait entendre. Il y a eu les instances qui ont été nommées. Jusqu'ici, aucune des instances ne se plaint de la manière dont elle est dirigée. Donc moi, je pense que, en fait, quand on écoute ces personnes-là, elles ont un autre calendrier. Ces personnes ont un autre calendrier. Contrairement à ce que Bakayoko dit, mais les dissidents, hein, mais la CEI a fait, quand on partait aux élections, c'était près de 300 candidats indépendants qui s'étaient sortis des rangs de différents partis politiques. Donc la dissidence a toujours existé, au sein même que ce soit au RADP, que ce soit dans les autres partis. Aujourd'hui, le PDCI a un carrefour important, celui de la présidentielle de 2025. Mais le PDCI n'entend pas aller faire simplement figure de candidat et puis s'effacer. Le PDCI entend gagner cette présidentielle-là. Et qui mieux que son candidat choisi peut l'emmener à gagner cette présidentielle? Ce n'est pas de la figuration que le PDCI entend faire à cette présidentielle-là. Donc, contrairement à ce que Bakayoko pense, que, attends, ils sont dans le réalisme. Mais le réalisme, c'est quoi? Le réalisme, c'est quand on exclut des voix importantes, c'est ça, être réaliste. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait en Côte d'Ivoire, ce qui est visible, c'est que des voix importantes, des milliers de voix sont exclues du scrutin. C'est ça qu'il faut réparer. Ce n'est pas de dire... Bon, moi je dis souvent, pour être simple, hein, je dis ce que nous vivons aujourd'hui a été déjà vécu par le passé. Par le passé, en 95, en 94, lorsque le président qui dirigeait était là, des voix étaient exclues. Mais à quoi avons-nous assisté? Mais la contestation a été permanente jusqu'à ce qu'on arrive à une situation de désordre institutionnel avec les coups d'État et autres. Mais ce n'est pas des choses qu'on veut revivre. Ce n'est pas des choses qu'on veut faire revivre aux Ivoiriens. Donc, il faut sortir de ce carcan de vouloir dire non, ils sont dans le réalisme. Le réalisme, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que cette compétition électorale où nous acheminons est une compétition qui peut être frappée. Ce n'est même plus une compétition parce que les compétiteurs sont retirés. On ne choisit que ceux qu'on sait qui ne sont pas assez pugnaces, assez combatifs pour pouvoir mener une campagne et puis penser que demain, quand on va gagner, on va s'asseoir peinard et puis les autres vont regarder faire. Non, il n'en sera pas ainsi. C'est-à-dire qu'on veut installer le pays dans une contestation permanente. Et moi, je me dis, ce n'est pas ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Il faut que ça change. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je pense que les candidats choisis par les partis politiques, hein, et non des moindres, le PDCI et le PPACI, il faut faire en sorte que ceux-là puissent compétir, pour que la compétition soit ouverte et qu'on sache ce que pèse chacun. Il ne faudrait pas rentrer dans du juridisme, comme dirait en fait le président abscon, pour penser qu'on peut les exclure et puis gagner sans combattre. Ça, ce n'est pas possible. Bletson Mathieu. Oui, j'ai écouté aussi Oula, mais bon, moi, personnellement, je l'ai dit même sur ce plateau, j'aurais bien aimé que le candidat du PPACI, le candidat du PDCI elle a eu la possibilité de compétir. Ça, c'est à titre personnel. Mais je suis étonné que les gens fassent un lien entre le fait que Thiam ne soit pas candidat et l'exclusion dont on a parlé qui nous a conduit à des crises. C'est totalement différent. C'est vraiment, si on ne fait pas cette lecture, on va se blaguer, comme on le dit souvent, et puis on n'ira pas quelque part. C'est totalement différent. Quand on a parlé en 1994 d'exclusion, il ne s'agit pas de Alassane Ouattara. Ce n'est pas ça le problème de Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas mené une lutte contre l'exclusion. Alassane Ouattara a été victime, et les autres victimes de l'exclusion l'ont choisi comme leur modèle. Ça, c'est différent. Et qui sont ces victimes-là? Non, attendez-moi. C'est-à-dire qu'en 2025, lorsqu'on dit que Thiam ne peut pas être sur la liste électorale, on n'a pas touché aux autres Thiam de sa famille. Ils sont sur la liste. On n'a pas touché au Diop. On n'a pas dit comme il est baoulé, ça va même baoulé. Donc et qui avait dit ça pour Ouattara?
Non, mais il ne faut pas traverser Laissez-le l'histoire poursuivre, quand même. Michel Betta, s'il vous plaît. Betta, c'est l'histoire du PDCI. Tant que vous ne la regardez pas de face... L'aîné du président Alassane Ouattara, Gaussou Ouattara, n'était pas sur la liste. Il était député. Il a été député. Laisse-moi. Laissez-le terminer. Il est en train de prendre un exemple. Le Nord dont vous parlez était le premier bastion du PDCI. Oufo-Boigny était député de Korogo. Le PDCI reposait essentiellement sur les grandes villes du Nord. Les villes du centre venaient en appoint. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le PDCI le perde, mais en un mouvement? Ce n'est pas une politique d'Alassane Ouattara qui a fait que ceux-là sont retrouvés derrière. C'est totalement l'inverse. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'exclusion, il ne faut pas faire le lien entre ce qui s'est passé, où tous les Ouattara, les Diomandé, les Touré, les Traoré faisaient l'objet de retrait, soit de Kadanté. Arrête. Bon. Poursuivez. Je ne parle pas de 1800. Je ne parle pas de 1800. C'est ce qui explique que toute une population, tant ceux qui sont au nord que leurs ressortissants dans les villes du sud et du centre, se soient retrouvés dans les mains du RDR. C'était ça, ce combat-là. Aujourd'hui, c'est totalement différent. À l'époque de Ouattara, on regardait le cursus de Ouattara, son statut, et on fabriquait des lois. Ce qui a éliminé Thiam date de 1962. Donc les injustices, c'est vrai, une injustice en vaut une autre, mais elles ne sont pas de même nature. La question que pose le club de Bion, c'est de dire, face à une situation que nous n'avons pas voulu, mais qui est, on fait quoi? Soit on a des méthodes que vous ne voulez pas divulguer de lutte pour pouvoir imposer notre candidat, soit on prend la voie démocratique et donc on propose quelqu'un d'autre en lieu et place. Parce que lui, Bion, il ne voit pas d'autres méthodes, il ne se voit pas en train de... il ne voit aucune autre méthode, je ne veux même pas en citer. Donc c'est la question que ceux qui aujourd'hui parlent de dissension proposent. Bon, en attendant peut-être que l'année prochaine, les élections prochaines, puisque le problème du TIAM, il a l'avantage, ce n'est lié qu'à 2025. C'est-à-dire à la prochaine révision de la liste électorale, automatiquement, lui sera inscrit. Donc en attendant pour cette année, pour ne pas rester là, à ne pas compétir, pour pouvoir mobiliser nos électeurs, jetons toutes nos forces là-dedans. À la limite, il propose une solution à la sénégalaise. Ce qui a marché quand même là-bas. Bon. Donc, l'autre question sera entre 2025 et 2030. Est-ce que Bion, par exemple, qui mène cette dissidence-là, je prends le risque de l'affirmer, va se dire, moi, je fais 2025 et puis après, je me bats, auquel cas vous aurez la paix. Mais est-ce qu'il va se dire, bon, si j'ai fait 2025, je vais me préparer pour 2030. Dans ces conditions-là, tout le long de cette période, il forcera à recruter et le meilleur endroit où il peut recruter, c'est au PDCI. Sinclair Verroula, est-ce que pour vous, cette crise va frictionner le PDCI-RDA ou elle est surmontable autant que les précédentes? Non, mais en fait, avant de revenir à cette question, j'aimerais quand même rebondir sur ce que mon aîné Blesson a dit. Vous avez vu prendre énormément de notes, vous avez certainement beaucoup à dire. Voilà, parce que je ne peux pas lui concéder le fait de dire que des nordistes étaient exclus, c'est pourquoi ils sont allés se regrouper au sein du RDA à l'époque. Non. Mais écoutez, des personnalités comme Laurent Dona-Fologo, ils sont du Nord. Le général, le grand chancelier à l'époque, le général Youssouf, je crois qu'on est, il est du Nord. Il y a des grands noms du Nord qui ont milité au PDCI. Je peux comprendre qu'on dise que des partis politiques ont leur bastion. Comme par exemple, le PDCI a son bastion parce que le leader, c'est le président Félix Houphouët-Boigny, c'est le président Henri Konan Bédié et un certain nombre de personnalités de premier plan qui sont originaires de ces zones-là. Je peux comprendre qu'on dise que parce que le président Laurent Gbagbo, il est originaire du Grand Ouest, qu'il a son bastion dans cette zone, mais je ne peux pas dire que c'est parce que ces personnes-là, ces militants-là ont été exclus du jeu politique, que ces personnes-là ont viré systématiquement dans des partis politiques. Ça c'est vraiment... Je ne peux vraiment pas laisser passer cela. Mais après, il y a l'organisation dans les partis politiques, il y a des frictions, il y a des frustrations des uns et des autres qui auraient souhaité être à la manœuvre et qui n'y sont pas. Et il y a des conservateurs, avec le changement
qui arrive avec une nouvelle personnalité, comme par exemple Tidjane Thiam qui veut imposer sa vision, qui veut imposer sa façon de faire, qui dérange des intérêts et que ces personnes-là se soulèvent, on peut le comprendre. Aujourd'hui, on est à 2 mois de la présidentielle. Et puis, le parrainage, les parrainages sont déjà bouclés. Quand, par exemple, une organisation se lève aujourd'hui pour dire qu'il faut choisir un candidat, un nouveau candidat pour le PDCI, ben pour moi, ça me paraît vraiment incompréhensible. Donc, c'est des choses... Oui, mais comme je l'ai dit, mais le parrainage est bouclé. Le parrainage, c'est une des conditions pour être candidat à la présidentielle. Et il se trouve que des mouvements ou des groupes en interne, comme par exemple Iris et qui d'autres, viennent dire non, qu'il faut se choisir un nouveau candidat et ça, au lieu de rejoindre ceux qui sont déjà là, qui mènent le combat, qui appellent au dialogue, qui interpellent le président Alassane Ouattara, qui a en main la destinée de tout un pays des Ivoiriens et qui lui-même, à cause de sa situation, il y a eu de nombreuses crises qui sont intervenues dans ce pays. Mais c'est le problème qu'il faut poser. Il faut poser ce problème pour ne pas qu'on se retrouve dans une sorte on aille de crise en crise. C'est ça, en fait. C'est le problème que pose aujourd'hui l'opposition et qui est posé par des leaders d'opinion, des analystes à travers le monde. Il faut que le président Alassane Ouattara, qui a vécu un certain nombre des situations par le passé qui ont conduit la Côte d'Ivoire à la crise, il faut qu'aujourd'hui... Mais attends, c'est exceptionnellement que le président Laurent Gbagbo a pris l'article 48 pour faire de lui candidat. Aujourd'hui, quand lui, il est à la place du président Laurent Gbagbo et que le président Laurent Gbagbo il fait face à une certaine injustice. En tant que président de la République, il est jugé par une cour ordinaire alors qu'il devait être jugé par une juridiction exceptionnelle. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont là que les gens qualifient d'injustice. Et également, le ministre Tidjane Thiam, ce que les gars ils posent aujourd'hui comme personnalité à un moment donné qui a été DG du Bénet, qui a été ministre et qui arrive aujourd'hui à qui on brandit l'article 48. De la même façon, le RDA à l'époque, il disait, mais le président Alassane Ouattara, il a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire et à qui on refuse d'être candidat. Alors que lui-même, il a représenté le Burkina Faso dans une institution qui est un poste qui est réservé à ce pays. Mais c'est des choses aujourd'hui qui ne passent pas dans l'opinion nationale. Donc, il faut s'asseoir pour épurer toutes ces questions-là, permettre à ceux qui veulent être candidats, comme par exemple le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam, permettre que ces personnalités-là soient candidats. Et quand on le dit, ce n'est pas dans l'intérêt uniquement des individus, c'est dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. C'est dans l'intérêt de tous les gens pour ne pas qu'on revive encore des centaines de morts, des milliers de morts, parce qu'on commence à s'habituer à des morts à chaque élection. C'est ce qu'on veut, mais une seule vie qui disparaît, mais c'est grave. Donc c'est de cela qu'on parle. On parle de la survie des Ivoiriens. On parle de la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui entourée par des pays qui sont dans une situation instable, dans une situation sécuritaire. C'est de ça qu'on parle. On vous a bien compris, Saint-Claveroula. Lansine Bakayoko, on termine avec vous sur cette question. Peut-on parler de tournant générationnel au PDCI RDA avec cette formation? Non, moi je ne suis pas dans la logique de tournant générationnel, mais je suis simplement dans la logique du respect des textes et des institutions qu'on s'est soi-même données. Aujourd'hui, il se trouve que le PDCI veut forcément marcher sur ses propres tests. Et c'est ce que certains n'acceptent pas. Et moi, je les comprends. Je les comprends. Mais maintenant, il me dit que le temps qui reste est totalement réduit, qu'on n'a plus le temps pour faire ça. Mais non, le PDCI s'est fait des miracles. Ah, mais il faut se rappeler qu'ils avaient fait une convention et un bureau politique ici en 24 heures. Et qui avait conduit à la réélection du président Tidjane Thiam. Et le candidat qui sera choisi, alors que le parrainage s'est bouclé, celui qui sera choisi, comment il fait? Oui, mais le PDCI, je dis bien, ça fait des miracles. Puisqu'ils ont fait un bureau politique et une convention d'investiture, tout ça, un congrès, à moins de 24 heures dans ce pays. Et on l'a vu.
Donc, aujourd'hui, ils sont même en situation, ils peuvent le faire, puisqu'ils l'ont déjà fait par le passé. La convention qui sera faite, c'est pourquoi? Ils l'ont déjà fait par le passé. Donc, je considère qu'ils savent le faire, ils peuvent rééditer la même chose. Donc, ils peuvent avoir les parrainages comme ils l'ont fait pour le bureau politique et la convention en 48 heures, 24 heures. Ils peuvent le faire. Donc, ça ne devrait pas être un problème. Vous parlez de tournant générationnel. Non, ce n'est pas un tournant générationnel. On me dit qu'il faut des élections inclusives. Aujourd'hui, quand vous allez à la CEI, mais il y a un des postulants qui s'est plaigné aujourd'hui qu'il y avait tout un rang, que c'était difficile de déposer des candidatures. Mais je vous avais dit ici que si on devait rendre l'élection inclusive au sens de ce que j'entends, ça veut dire qu'on pourrait avoir 30 millions de candidats. Et ça, ce n'est pas possible. Maintenant, on veut peut-être faire des exceptions, mais la Côte d'Ivoire n'est pas un pays à double vitesse, à double citoyenneté, où il y a des citoyens, des super citoyens à part, et il y a des citoyens de seconde zone. Un citoyen est égal à un citoyen. On ne va pas faire une législation, une loi pour 2 ou 3 personnes, et puis faire une autre loi pour le reste. Donc, il ne peut pas avoir des situations d'exception pour certains et des situations normales pour d'autres. Je crois que la loi doit rester impersonnelle. Si certains ne remplissent pas les conditions, mais qu'ils se rétractent. D'autant que ce n'est même pas leurs partis qui sont aujourd'hui en question. Si l'allusion est faite au président Tidiane Thiam et à Laurent Gbagbo, je crois que ce n'est pas leur parti qui est aujourd'hui questionné. C'est plutôt leur propre personne, c'est institut personnel. Donc, ils peuvent, le parti, en tout cas si c'est des projets pour les partis, si ce n'est pas des partis personnalisés, ils devraient pouvoir trouver des candidats de rechange. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de leur demander. Mais quand nous leur demandons cela, ce n'est pas que nous voulons qu'ils ne sont pas des nécrophages pour marcher sur leurs dépouilles. Non, nous disons simplement, votre volonté peut être notre volonté, mais le fait est aujourd'hui que vous n'êtes pas en situation. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Je veux bien que Laurent Gbagbo soit sur la liste. Je veux bien que Tidiane Thiam soit sur la liste. Mais le problème est qu'il y a un blocage aujourd'hui qui est quasiment insurmontable. Et quand c'est quasiment insurmontable, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que chaque membre du PDCI se pose, chaque membre du PPCI se pose cette question. Après le 26, ou bien après le Conseil constitutionnel, que nos candidats sont potentiellement rejetés, ce que nous voulons, ce que nos cœurs désirent sont rejetés, qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Je crois que tant qu'on ne va pas chercher à répondre à cette question et qu'on va se laisser biberonner, comme tu aimes le dire, je crois que ça va continuer. Ça va continuer. C'est pour ça, moi, je demande aujourd'hui à ceux qui sont dans l'émotion, qui sont dans, disons, qui veulent créer de l'émotion, parce que tout ce qu'on dit, non, il va y avoir la guerre, il va y avoir ceci, je crois que c'est des cris de désespoir. Il faut sortir de la déshérence intellectuelle et prendre le vrai chemin. Le vrai chemin, c'est de comprendre que la Côte d'Ivoire a des lois, a des institutions, il faut se conformer à ces institutions. Et le premier pas, c'est d'aller déposer des dossiers conformes à la commission électorale indépendante qui va les acheminer au Conseil constitutionnel qui pourra désigner ceux qui peuvent compétir. Et là, tout le monde devrait se soumettre. Si on est effectivement dans un état de droit, si on se dit démocrate, comme je l'entends ici et là, je crois que c'est ça la solution. Toute autre solution autre que ça est vouée à l'échec. Merci Lansine Bakayoko. On trouvera certainement réponse à plusieurs questions que vous avez posées pendant votre intervention dans le second sujet qui nous dit que la CEI a clos les inscriptions sur la liste électorale et malgré des démarches médiatisées, le nom de Laurent Gbagbo reste absent, un coup dur pour le PPACI et ses militants qui continuent d'espérer une hypothétique réhabilitation politique. Pendant ce temps, Tidiane Thiam affine sa stratégie entre visite de proximité, discours de rassemblement et mise en avant de son projet de société. Le duel ou le duo Tidiane Thiam Gbagbo aura lieu. Devrons-nous préparer un autre scénario? Réponse en partie dans ce sujet que nous propose Davis Oyo. À 2 mois de la présidentielle ivoirienne, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam sont toujours inéligibles parce que radiés de la liste électorale. Réunis au sein d'un front commun, le PPACI et le PDCI RDA multiplient les initiatives pour la réinscription de leurs leaders sur la liste électorale. Mobilisation, marche, meeting, mais pour l'heure, aucune issue juridique ni politique n'est encore trouvée. Malgré les certitudes, le quartier général de chaque camp annonce effectuer le dépôt de candidature de son candidat avant la date butoir fixée au mardi 26 août prochain. Pour joindre l'acte à la parole, ce dimanche 24 août, les responsables du PDCI RDA, accompagnés par le militants et sympathisants, ont procédé au dépôt des dossiers de Tidiane Thiam, président et candidat du parti. Une démarche qui cadre avec la volonté des 2 leaders de participer au scrutin présidentiel prochain. Que réserve ce combat mené par le Front commun? Y a-t-il un plan B?
La question est posée, y a-t-il un plan B? On le sait, Tidiane Thiam, de par ses intermédiaires, a pu déposer sa candidature il y a quelque temps à la CEI, à la Commission électorale indépendante, ne figurant pas sur la liste électorale. Laurent Gbagbo non plus. Est-ce qu'il y aura un plan B? Quelle stratégie adopteront ces deux personnalités politiques pour participer à l'élection présidentielle, si possible? Michel Betta. Oui, moi j'estime que aujourd'hui, les enjeux et les perspectives politiques de l'absence de ces deux personnalités sur la liste électorale devraient être sujets à s'interroger. Parce que cette compétition, si elle se joue sans ces personnes-là, elle ne ressemble plus trop à une compétition. Parce que ce sera un jeu dans lequel le candidat déclaré du RHDP aura choisi lui-même ses compétiteurs. Et quand on voit la liste de ses compétiteurs, on sait qu'il n'a pas grande chose à faire parce qu'il n'y a pas de grand calangueur face à lui. Donc aujourd'hui, exclure ces personnes-là de cette liste-là, les empêcher de compétir, c'est d'abord réduire cette compétition-là à quelque chose qui ne sera pas compétitif. D'abord. Et ça va poser un problème de légitimité de ce scrutin. Parce que, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire c'est un scrutin où on sait d'avance que celui qui est le plus en vue pour gagner, c'est le président Alassane Ouattara. Parce que, en fait, quand tu regardes le jeu politique ivoirien, aujourd'hui, on est certain, et ça, ce n'est pas... Toutes les analyses sont certaines que si ces deux personnalités vont à une compétition avec le seul candidat du RHDP, ce n'est pas sûr que le candidat du RHDP s'en sorte. Ça, c'est clair. Parce qu'on l'a vu en la compétition de 2010. Les documents disent non, depuis lors, il y a eu les législatives, les municipales. Mais quand les législatives et puis les municipales, mais ce n'est pas le même enjeu. Les gens votent les individus là-bas. Parce qu'ils ont un rapport de proximité avec certains élus locaux. Donc, ils les votent. Mais quand il s'agit des présidentielles, l'individu en question, il est peut-être perché à Abidjan, mais c'est leur rapport à ses idéaux, aux valeurs qu'ils prônent, à ces rapports-là auxquels les gens s'accrochent. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, tous sont unanimes que cette compétition-là, si elle se joue entre les trois-là, le président Ouattara n'est pas sûr de rester là. Donc quand on voit qu'il les a éliminés, il a éliminé ces deux calangueurs importants, on comprend qu'il veut compétir seul. Et ça, moi je crains fort que ça nous plonge dans une situation de crise même après les élections. Parce que je le disais tantôt, ce n'est pas des situations nouvelles pour la Côte d'Ivoire. En 1995, quand il y a eu les élections, le président Ouattara, il était dans un front commun, un front républicain avec le président Laurent Gbagbo. Ils ont appelé à des boycotts actifs. Le boycott actif a entraîné quoi? Bon, un mort selon les rapports, un mort et puis certains actes de désobéissance, de destruction des biens publics. Après ça, nous avons assisté à 4 ans de gestion. Et il y a eu un coup d'État. Parce que la situation dans laquelle nous étions était une situation de conflit permanent. Mais c'est ça qui est le drame. Parce qu'en fait, quelqu'un dit non, les élections vont bien se dérouler. Oui, les élections peuvent bien se dérouler, mais si elles sont contestées, si celui qui est élu est contesté tout le temps qu'il est sur la chaise à la magistrature, dans quelle institution dans quelle Côte d'Ivoire institutionnelle nous allons nous installer? C'est ce qu'il faut redouter et c'est ce qu'il ne faut pas souhaiter à la Côte d'Ivoire. Moi, je souhaite que, pour une fois, nous soyons lucides sur le scrutin présidentiel. Il ne faudrait pas qu'on se barricade derrière certaines alchimies juridiques pour prétendre qu'on peut exclure les autres et s'asseoir tranquillement et continuer de gérer sans être inquiétés. Nous serons tous inquiétés si c'est ainsi. Bledson Mathieu, est-ce que Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo ont des chances juridiquement de pouvoir figurer sur la liste électorale à quelques jours, quelques semaines de l'élection présidentielle? Bon, juridiquement, techniquement, non. Ils n'en ont aucune. Ils ne sont pas sur la liste électorale et la première condition pour être candidat, il faut être sur la liste électorale. Mais je pense que s'ils tiennent à déposer leur dossier, c'est parce qu'ils espèrent probablement qu'à la dernière minute encore, le président de la République peut utiliser l'article 48 qu'il faudra adosser à quelque part, c'est-à-dire tous ceux qui ont déposé leur dossier, parce que l'article 48, il faut l'adosser à quelque chose. La dernière fois qu'on l'a appliqué, c'était adossé aux signataires des accords de Macosis. Donc, ils espèrent toujours, je pense. Voilà. Maintenant, cette atmosphère de crise liée à l'exclusion des différents candidats, Betta en a parlé. Quand tu fais une lecture, moi je l'ai dit tout à l'heure, je serais vraiment heureux que les deux là puissent être candidats par quelque manière que ce soit. Mais c'est juste pour l'esthétique. Tu ne peux pas dire à un Ivoirien, si Gbagbo est candidat, si Thiam est candidat, tranquille, il y a la paix. C'est vraiment la Côte d'Ivoire.
En 2010, l'élection la plus ouverte a eu lieu. 3 candidats. Au deuxième tour, il y a eu un débat télévisé sur dans ce même studio de la RTI, des plus civilisés. Donc c'est l'élection qui était la plus ouverte. Pendant la campagne, on a vu les cortèges se rencontrer sur les voies, se saluer, danser. Il n'y a eu aucun problème. Mais c'est aussi l'élection qui nous a provoqué le plus de morts. Donc, il ne faut pas dire, bon, si Thiam est exclu, si Gbagbo est exclu, forcément il y aura des morts. Non. En 2020, tous les candidats qui ont déposé leur candidat, enfin, tous les Bidi étaient candidats, c'était validé à Finguissa. Mais au moment du scrutin, ils disent qu'ils vont pas aux élections, ils vont faire CNT. Ils vont faire CNT. CNT, c'est quasiment un coup d'État annoncé par des civils. Bon, le pouvoir a dû gérer cette affaire-là. Oui. C'est-à-dire que là, les candidats sont autorisés. On démarre la campagne, on dit, bon, finalement, on ne va plus, on déclare que le président qui est en place n'est plus le président. Et nous, à partir de ce moment-là, on fait, à la limite, un gouvernement de transition. Mais CNT, c'était une réponse au 3e mandat qu'ils ont jugé inconstitutionnel. Donc, il faut le comprendre. Il ne faut pas dire CNT comme si c'était quelque chose de... Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu veux faire croire que s'ils sont candidats, c'est-à-dire aujourd'hui, Ouattara peut prendre l'article 48 et puis ils vont dire qu'ils ne vont pas. Hein. On se connaît en Côte d'Ivoire. Ils sont accrochés au fait qu'ils sont exclus. Mais quand tu regardes bien leurs revendications, ils vont même au-delà. On peut prendre l'article 48. C'est pour ça que moi, je veux qu'on les laisse. Parce que je suis parfaitement convaincu que vraiment, ça, ce n'est pas le problème. La deuxième raison, c'est vraiment le premier discours que tu as tenu. Ça dit que le président, le RADP est convaincu que Thiam est capable de battre le Ouattara, Gbagbo est capable de battre Ouattara, tout au plus les deux ensemble vont battre Ouattara. Vraiment, moi, je n'ai pas une lecture politique. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient candidats. Parce que quand ils ne sont pas candidats, la bouche est trop, on ne peut même pas réagir. C'est-à-dire quand tu parles là, j'ai des réponses bien concrètes. Mais bon, il n'y a pas de... Oui, j'ai des réponses concrètes. C'est même pour ça, hein. C'est-à-dire je le veux qu'il soit candidat pour l'esthétique de la Côte d'Ivoire et tout. Je veux qu'il soit candidat aussi pour qu'on voit réellement ce que vous pesez sur le terrain. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Saint-Claver-Oula, oui, votre avis sur... Moi, je voudrais que, comme vous l'avez dit, le président Alassane Ouattara prenne l'article 48 au moins, ne serait-ce que pour ça. Vous savez, la meilleure façon de confondre l'adversaire, c'est de jouer sur son terrain. Il faut leur arracher l'argument victimaire. Donc, il faut que, comme vous le dites, le président Alassane Ouattara prenne l'article 48. En fait, vous savez, la posture dans laquelle, selon moi, que se trouvent aujourd'hui les adversaires du président Alassane Ouattara, c'est la posture qui consiste à dire qu'ils ne doivent pas se présenter, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas habilités. Si vous voulez, brandissant la loi, qu'ils ne se présentent pas. Alors que eux-mêmes, ils se disent qu'ils font face à une certaine injustice. Et je l'ai dit tantôt, vous voyez par exemple, le président Laurent Gbagbo, on dit qu'il a été jugé par contumace. Comment vous pouvez comprendre que le gouvernement ivoirien qui a donné son avion pour le transférer à La Haye, où il se trouve, il est jugé, ce même gouvernement-là vient ici le juger à son insu et par une juridiction ordinaire, alors qu'il devait être jugé par une haute cour de justice. Comment vous comprenez cela? Bon, là, c'est une injustice. Donc, déjà, il faut parler de cette illégalité en amont avant d'aller parler de ce que mon confrère Bakayoko parle, qu'il n'est pas habilité à être parce qu'il est condamné. Ça fait d'un. Deux, il a été condamné pour des faits avec d'autres personnalités. C'est-à-dire, il y a le Premier ministre Akeongbo, il y a le ministre non, le ministre Kone Katina. Mais, c'est-à-dire, on choisit dedans et puis on dit, ceux-là, on les amnistie, tandis que lui, qui est co-auteur, on dit non, on ne va pas l'amnistier. Quand ces partisans parlent d'amnistie, comment dirais le gouvernement demande qu'il aille à l'Assemblée nationale et que les députés, c'est là-bas, les députés vont lui accorder cette amnistie. Mais comment vous comprenez ça? On sait à l'Assemblée nationale, on sait qui est majoritaire
Et on connaît la position de ceux qui y sont majoritaires. Donc, vraiment, c'est cette injustice en amont là qu'il faut chercher à régler. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand ces partis de l'opposition-là parlent de dialogue, c'est tout ça qu'on met dans le dialogue. C'est cette injustice qu'il faut d'abord régler avant d'arriver à chose, comment dire, au code électoral dans lequel on dit non, Gbagbo est éliminé d'office et autres. Lansine Bakayoko, vous êtes d'avis avec Saint-Claver Oula? Non, je suis surpris que ce soit le président Gbagbo qui s'offusque d'injustice dans ce pays. Mais il fait partie des réservoirs de l'injustice. Des canaux de l'injustice. Donc je ne suis pas surpris que lui, je suis totalement surpris que c'est lui qui se plaint aujourd'hui de l'injustice. Mais c'est eux qui ont commencé l'injustice dans ce pays. Donc s'il y a une injustice, ils devaient s'accoutumer et voir que oui, c'est la voie que j'ai tracée. Donc celui qui arrive là, il poursuit dans cette injustice. Qui est en train d'être balisé. Et puis moi, le PDCI, quand même, je m'offusque. Je m'offusque de quoi? Et le PPSI, bien sûr. Parce que voilà des partis qui disent qu'il faut que leur désidératoire soit transformé en loi. Ou bien que ce soit imposé à la majorité. Nous sommes dans le contexte dans lequel nous sommes, l'opposition est minoritaire. C'est la minorité. Et ceux qui sont au pouvoir sont majoritaires. J'ai l'impression que la minorité veut absolument imposer ses désirs à la majorité. Mais ce n'est pas possible, nous sommes en démocratie. Je suis d'autant conforté dans cette position que le PDCI, en son sein, a dit que Tidiane Thiam a été voté par la majorité. Et donc, nous ne pouvons pas écouter la minorité. Mais ce que vous refusez chez vous, pourquoi vous voulez que, du point de vue macro, que ce soit respecté là-bas? Le PPSI, Awa Melo a dit, voici ce que moi je propose, une candidature de précaution. La réponse a été quoi? Non, la majorité, on a fait un congrès, la majorité dit que c'est Laurent Gbagbo qui doit être candidat. Même quelque chose qui va se passer, c'est Laurent Gbagbo qui doit être notre candidat parce que c'est ce que la majorité a décidé. Mais si on va au plan national, mais la majorité a pris des lois. Disons, l'Assemblée nationale, la majorité a voté des lois. Mais pourquoi voulez-vous que vous qui êtes en situation de minorité, vous allez en imposer à la quasi-totalité des Ivoiriens? Je crois que ça, c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Et ça, il faut que ça s'arrête. Par ailleurs, quand je prends comme référence les élections passées, mais je suis fondé, ce n'est pas injurieux, c'est des petits groupes. Parce que les dernières législatives ont montré que c'est des gens qui sont ultra minoritaires. Et cette ultra minorité ne peut pas en imposer à l'ultra majorité. Ça, il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Maintenant, ces menaces qui sont proférées, si ce n'est pas comme si Bledson a déjà clairement balisé, ce n'est pas parce que cette élection va regrouper tout le monde, tous les Ivoiriens, qu'il n'y a pas de risque de déflagration. Parce que par le passé, l'inclusivité dont on parle ici, ça a été total. Le problème, c'est qu'il y a des mauvais perdants dans ce pays. C'est ça la réalité. Il y a des gens qui ne veulent que la victoire. Or, il y a la victoire et il y a la défaite. Problème, certains veulent uniquement la victoire. Or, ça ne peut pas se faire en démocratie. C'est pour ça, moi, j'en appelle à la lucidité du PPSI et du PDCI. De positionner Awa Melo qui est quasiment réuni ses parrainages et Jean-Louis Billon qui en a fait autant. Je crois qu'ils sont déjà sur une bonne trajectoire. Ceux-là sont déjà des membres de leur camp et qui sont déjà dans le canevas. Il faut arrêter la déification, il faut arrêter la mystification. Merci infiniment, Lansine Bakayoko. Une chose est certaine, la présidentielle 2025 s'annonce comme un scrutin de haut challenge dans un contexte d'incertitude juridique, de tensions internes dans certains partis politiques, de défiance d'une partie de l'opinion publique. Quoi qu'il arrive, le peuple tranchera. Merci à vous, chers invités, à vous, chers débatteurs, d'être venus participer à ce débat avec vos analyses pertinentes. Merci aux téléspectateurs qui sont fidèles à cette émission. Retrouvez les temps forts de cette émission, bien sûr, sur la chaîne YouTube et la page Facebook de RTI Info et sur RTI Play. À dimanche prochain pour un nouveau numéro du Club de la Presse. Bonne soirée sur la chaîne qui rassemble. Merci.